Alors maintenant que l'on sait un petit peu comment manipuler les données au niveau des tables, on va maintenant passer à la sélection. Donc la sélection des données, c'est sûrement l'opération que vous allez rencontrer le plus souvent lorsque vous allez ensuite développer votre site web. En effet, lorsque vous allez vouloir créer un blog par exemple, il va vous falloir créer les requêtes qui vont vous permettre de récupérer les articles. Vous allez devoir aussi créer les requêtes pour récupérer les catégories et vous allez comme ça devoir utiliser beaucoup de requêtes de récupération. Alors, pour récupérer les données, la requête est relativement simple. On fait un select suivi des champs à récupérer. Donc par exemple, dans notre cas utilisateur, si je ne veux récupérer que le prénom et le nom, je fais select prénom, nom. From suivi du nom de la table et ensuite nos conditions comme ce que l'on a vu au niveau des requêtes update et delete. Alors, on va faire un petit exemple tout de suite. Imaginons j'ai envie de récupérer le nom et le prénom de l'utilisateur qui a l'ID numéro 1. Donc ici, je sors le panneau SQL et on est parti. Je fais select, je sélectionne le nom et le prénom. Et ensuite, je vais sélectionner le nom de ma table, donc from utilisateur, et mettre une condition. Donc moi, ici, j'avais dit l'utilisateur qui a l'ID numéro 1. Et j'exécute. Donc vous voyez automatiquement que je récupère comme information seulement le nom et le prénom de cet utilisateur-là. Alors si vous ne mettez pas de condition, par défaut, ce qu'il va se passer, c'est qu'il va récupérer tous les enregistrements. Donc PHP-MyAdmin pour des questions de performance rajoute un limite, c'est ce que vous voyez ici, mais si vous exécutez ça en PHP, il va récupérer tous les utilisateurs. Donc si vous avez une base de données qui contient plus de 20 000 ou 30, si vous avez une base de données qui contient plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, c'est des requêtes vraiment à éviter parce que du coup ça va vous faire une surcharge de la mémoire. Donc ce que vous pouvez faire en plus, c'est préciser une limite. Donc on en avait déjà parlé dans les précédents chapitres. Vous avez la possibilité de choisir le nombre d'enregistrements à récupérer. Donc par exemple, si vous mettez limite 2, vous ne récupérez que les 2 premiers enregistrements. Limite 3, que les 3 premiers. Donc c'est cette requête-là qui va vous permettre par exemple plus tard de gérer une pagination. Alors un petit exemple, je retire mon limite et j'exécute. Donc j'ai envie de récupérer les 2 premiers utilisateurs, je mets limite 2. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux récupérer les 2 utilisateurs suivants? En fait, la limite, on peut l'écrire de 2 façons. Donc on peut l'écrire comme ça en mettant seulement un chiffre, ou on peut l'écrire avec 2 chiffres. Et c'est ce que vous voyez en haut. En fait, lorsqu'on l'écrit avec 2 chiffres, le premier chiffre signifie le point de départ. Donc on commence à l'enregistrement 0 et on récupère les 2 premiers enregistrements. Si je fais ça, vous voyez que je récupère Dodo, John John. Si maintenant je mets 1, 2, ça va récupérer les 2 premiers enregistrements, enfin les deux enregistrements après le premier. Et du coup, ça décale d'un cran. Donc par exemple, c'est comme ça que vous allez faire une pagination. Je récupère d'abord les 2 premiers enregistrements. Ensuite, je récupère les 2 suivants en mettant en limite de 2, et ainsi de suite. Ensuite, 4, 2, et ainsi de suite. Donc vous avez compris le principe. Donc là, un limite 4, 2, évidemment, ne récupère aucun utilisateur, vu que je n'en ai pas autant au niveau de ma table. Alors, un autre problème qui peut apparaître, c'est cette fameuse liste des champs. Alors, il peut arriver dans certains cas que vous ayez besoin de récupérer tous les champs. Donc si vous avez à le faire, vous n'êtes pas obligé de mettre nom, prénom, birthday et ainsi de suite, mais vous pouvez mettre un petit caractère qui sert de joker, c'est le étoile. Donc quand vous allez mettre un étoile, ça veut dire sélectionne tout pour la table utilisateur. Si j'exécute cette requête-là, automatiquement ça va récupérer tous les champs. Donc attention, ce petit joker-là, il a une influence en termes de performance. C'est-à-dire que pour MySQL, ça sera toujours plus rapide de préciser la liste des champs manuellement que d'utiliser le joker. Parce que lorsqu'on va utiliser le joker, il va être obligé de connaître justement les champs à récupérer. Donc ça sera un petit peu plus lourd. Donc si vous le pouvez, et si vous n'avez pas forcément la flemme de le faire, je vous conseille toujours de préciser les champs à récupérer. Surtout que c'est rare que vous ayez besoin vraiment de tous les champs à afficher. Voilà, donc nous savons maintenant récupérer les informations de base. Alors le select justement est un petit peu plus puissant. C'est tout l'intérêt d'avoir une base de données, c'est qu'on va pouvoir faire des traitements différents pour récupérer les informations suivant différentes formes. Alors en plus du limite et de la condition, vous avez la possibilité de choisir l'ordre de réorganisation des données. Alors pour choisir l'ordre de réorganisation, il vous suffit de faire order by suivi de la colonne à organiser. Ici, par exemple, nom. Si j'exécute, automatiquement, il va réorganiser les noms par ordre croissant. Donc vous voyez qu'il a mis d'abord les noms qui ont... alors là, je vais mettre un petit joker. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il récupère du coup toutes les données, mais avec les noms dans l'ordre croissant. Vous pouvez organiser comme ça.
Si vous souhaitez l'avoir dans l'autre sens, vous rajoutez ensuite desk. Donc en fait, par défaut, ça fait ask, donc ça veut dire croissant, ascendant. Et ensuite, vous pouvez faire desk. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction, mais descendant en français. Du coup, c'est dans l'autre sens. Donc là, plutôt que d'organiser par lettres par ordre alphabétique croissant, il réorganisera par ordre alphabétique décroissant. Alors là, vous remarquez que par exemple, ici, j'ai les deux Do qui ont du coup la même position dans l'ordre alphabétique. Donc vous pouvez évidemment, en plus de cette réorganisation, en choisir une seconde, une troisième et ainsi de suite, pour ensuite départager, entre guillemets, les résultats restants. Donc là, par exemple, je pourrais dire, j'organise d'abord par ordre de nom décroissant, et ensuite par ID décroissant aussi. Du coup, ça va inverser ces deux résultats-là. J'exécute, et vous voyez bien que ces deux résultats-là ont bien été inversés. Voilà, donc ça c'est pour la réorganisation. Donc un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu la condition, on a vu le order by qui permet de réorganiser et le limit. Mais ce n'est pas tout, on peut faire encore des choses un petit peu plus poussées. Qu'est-ce qui se passe si je souhaite compter maintenant le nombre d'utilisateurs? Imaginons, j'aimerais bien savoir sur mon site combien d'utilisateurs sont des hommes et combien d'utilisateurs sont des femmes. Donc vous pouvez compter le nombre d'enregistrements au sein de votre base de données en utilisant le count. Donc vous allez mettre count suivi du étoile, comme ceci. Automatiquement, si vous exécutez cette requête-là, vous voyez qu'il vous affiche l'enregistrement qui correspond. Donc si je clique sur afficher, vous voyez bien qu'il y a 4 utilisateurs. Donc mon select count permet de récupérer les 4 utilisateurs. Alors là, vous remarquez au passage que le nom du champ qui est utilisé, c'est le nom de la requête. Alors ça peut être un petit peu pénible, surtout lorsque vous allez récupérer, vous, un tableau par exemple en PHP ou dans votre langage favori, d'avoir des choses qui ressemblent à ça. Donc vous pouvez renommer les champs à la volée. Par exemple, mon count ici ne me va pas, donc vous pouvez mettre select count as, donc qui se traduit par comme en anglais. Par exemple, ici vous allez mettre population. Et automatiquement, il va renommer à la volée ce champ en population, ce qui fait qu'il est plus clair ensuite en PHP de récupérer population que count étoile. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, ça calcule la totalité du nombre d'utilisateurs. Vous pouvez d'ailleurs récupérer d'autres informations, par exemple le sexe et tout ça. Mais le problème, c'est qu'ici, il aura groupé, entre guillemets, nos différents utilisateurs. Donc les champs qu'on va récupérer à côté n'auront pas forcément d'intérêt, parce que du coup, ça veut dire qu'il a fusionné les résultats et nous affiche du coup la ligne sur laquelle il a fusionné. Donc ça n'a pas d'intérêt. Mais on peut lui dire d'isoler justement certains groupes. Et pour cela, ce que l'on peut faire, c'est faire un group by. Donc ici, on met group by, et ensuite on choisit le champ sur lequel on veut isoler. Donc par exemple, sexe. Donc là, ça veut dire sélectionne-moi le nombre d'utilisateurs dans la table utilisateur, mais groupe-moi-les par sexe. C'est-à-dire ne me fais pas la fusion. Automatiquement, maintenant, si j'exécute, vous voyez que le count, alors je vais remettre as population pour que ça soit plus clair, ou on pourrait mettre nombre, peu importe, mais vous voyez automatiquement qu'il m'indique du coup que j'ai une femme et 3 hommes. Donc ce qui serait pertinent comme résultat, ce n'est pas de sélectionner le nom et le prénom, mais c'est de sélectionner seulement la population et le groupe. Et vous voyez automatiquement ici, j'ai ces informations-là. Alors, un petit détail, donc là c'est une petite parenthèse qui a quand même son importance, c'est que sur certains sites, vous allez entendre parler ici d'un champ. C'est-à-dire qu'on peut aussi, au lieu de mettre le étoile dans le count, mettre tout simplement un champ. Donc si ici j'exécute, ça va effectuer le même résultat. Mais ce champ-là, il a une valeur. C'est-à-dire que certains le disent que c'est une question de performance, mais il y a aussi un intérêt logique à avoir mis ça. Alors ici, je vais modifier ma table, donc au niveau de la structure, je vais aller modifier le champ de nom, et je vais accepter les valeurs nulles. Vous allez voir où je vais en venir. Je sauvegarde et je réaffiche. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer un nouvel utilisateur et cet utilisateur, je vais lui mettre comme nom, par exemple, un nul. Donc ici, je vais mettre comme prénom Toto. Toto, il est nul. Voilà. Et j'exécute. Donc maintenant, si je réaffiche, vous voyez ici que j'ai Toto et l'enregistrement nul. Donc si je fais un select count étoile, as population, je ne groupe pas par sexe et on est parti. Voilà. Si je fais mon select étoile, il va me dire automatiquement qu'il retrouve 5 enregistrements. Parce qu'effectivement, j'ai 5 utilisateurs. Par contre, si je mets count id, je trouve toujours 5, il n'y a pas de problème. Mais si je mets count non, automatiquement, il va me dire 4. Pourquoi? Parce que lorsque vous sélectionnez ici un champ, que vous mettez le nom d'un champ, ça veut dire qu'il ne compte pas les lignes qui ont comme valeur pour ce champ-là nul. Donc ici, ça veut dire qu'il va faire un count, mais il ne va pas sélectionner les utilisateurs dont le nom est nul.
Donc voilà, ça peut paraître un détail, mais c'est très important, surtout si ce count que vous allez faire a une valeur importante. Voilà. En plus des counts, vous avez d'autres opérations que vous pouvez faire. Vous avez notamment les fameuses fonctions max et min. Alors par exemple, ici, on va sélectionner la date d'anniversaire maximum. Donc on fait max et ensuite birthday. Et j'exécute. Hop. Automatiquement, ça me donne la date d'anniversaire, la personne entre guillemets la plus jeune, vu que c'est celle qui a l'anniversaire le plus grand. Et ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois faire un group by, par exemple sexe. Et là, automatiquement, vous aurez la date d'anniversaire maximale par sexe. Voilà, donc c'est un petit peu l'intérêt du group by. Ensuite, vous pouvez sélectionner de la même façon la date minimale. Donc ça vous donne le minimum. Et si vous travaillez avec des entiers, donc moi malheureusement ce n'est pas mon cas, mais vous avez la fonction average qui vous donne tout simplement la valeur moyenne. Là évidemment vu que je travaille avec des dates, le average n'a absolument aucun sens. Mais si vous stockez par exemple le poids ou la taille de vos utilisateurs en entier, vous pouvez faire un average pour avoir la valeur moyenne de la taille de vos utilisateurs. Bon. Certes, ce n'est pas forcément une fonction que vous allez utiliser souvent, mais si vous avez besoin de générer des outils statistiques, ça peut vous être utile. Alors juste avant de nous quitter, un petit point sur les conditions, parce que ça fait un petit moment que je vous dis, on verra ça dans un prochain chapitre, c'est le moment d'en parler. Donc dans les conditions, vous avez la possibilité d'utiliser des opérateurs plus ou moins complexes. Alors, on va faire des petits cas pratiques pour un petit peu s'entraîner. Donc je sélectionne tout depuis utilisateur, voilà. Donc là, ça me donne tous mes enregistrements. Si maintenant je veux utilisateur 1, je fais where id égale 1. Donc jusque là, c'est pas très complexe. Si maintenant je veux l'utilisateur 1 ou l'utilisateur 4, je peux utiliser la condition OR. OR, id égale 4. Et vous voyez automatiquement que ça me sort ça. Donc vous pouvez utiliser le OR et tout simplement ça vous permet de mettre deux conditions. Imaginons maintenant je veux récupérer les utilisateurs qui vivent à Montpellier et qui ont comme nom Do. J'ai juste à faire where ville égale Montpellier. Alors attention ici, vu que je travaille non pas avec un entier mais avec une chaîne, je n'oublie pas de mettre des guillemets. Et je demande en plus que le prénom, ça soit John. Donc ici, hop, je mets les majuscules pour respecter un petit peu ce que j'ai dit. Mais si vous vous souvenez de ce que l'on avait vu dans le premier chapitre sur la création des tables, nous avons mis un interclassement case insensitive. Ça veut dire que même si je mets ici en minuscule, automatiquement, il trouvera quand même le résultat avec un J majuscule. Donc ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire des conditions de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez demander que le prénom soit égal à John ou qu'il soit égal à Marc. Et là, c'est un petit peu comme ce que vous connaissez dans les langages classiques. Il ne faut pas oublier les parenthèses pour prioriser un petit peu les conditions. Donc ici, et le prénom peut être aussi égal à Marc. Et je ne fais pas d'erreur en fermant mes parenthèses. Donc vous voyez qu'il trouve deux enregistrements. Donc il trouve les enregistrements de la ville de Montpellier, mais qui ont en plus ces conditions-là. Donc au niveau des conditions, vous avez le égal ou le différent. Donc pour écrire un différent, vous faites comme un différent en PHP si vous avez déjà un petit peu travaillé avec ce langage-là. Donc c'est point d'exclamation égal et vous mettez ensuite la valeur que vous ne voulez pas. Donc ici, ça va me sortir tous les utilisateurs qui ne sont pas de Montpellier. Vous pouvez aussi mettre ce symbole-là, ça équivaut vraiment à la même chose, c'est tous les utilisateurs aussi qui ne viennent pas de Montpellier. Alors de la même façon, vous pouvez utiliser les supérieurs ou égales. Donc par exemple, vous pouvez demander les gens qui ont une date d'anniversaire supérieure à 1970 et ensuite on va mettre 0101. Et automatiquement, alors hop, sans me faire d'erreur évidemment sur le nom du champ, vous voyez qu'il récupère toutes les personnes qui ont une date d'anniversaire supérieure à cette date-là. Donc là, les symboles logiques sont relativement classiques. Supérieur ou égal, strictement supérieur, inférieur ou inférieur ou égal. Et ça vous permet comme ça de récupérer différents formats. Donc, petit récapitulatif de ces ordres logiques. Vous avez égal, qui vous permet de vérifier une égalité. Vous avez différent de égal, qui vérifie une inégalité, mais qu'on peut aussi écrire comme ceci. Vous avez ensuite les signes supérieur, inférieur, supérieur ou égal et inférieur ou égal. Donc ça, c'est des signes relativement classiques, relativement normés, donc vous devez déjà les connaître. Donc en plus de cela, on peut faire une petite condition spéciale, c'est une recherche partielle. Par exemple, je veux récupérer tous les utilisateurs qui ont comme première lettre John, comme première lettre J. Comment je fais ça?
En fait, vous avez une condition qui s'appelle le like. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre champ, nom, suivi de like en majuscule tout simplement pour séparer, et ensuite vous allez mettre votre valeur. Donc si vous mettez comme ça par défaut, ça équivaut vraiment au égal, ça n'apporte vraiment rien. Mais l'avantage du like, c'est qu'on peut utiliser des jokers. C'est-à-dire qu'on peut lui dire ici, à la place de ça, trouve-moi n'importe quel utilisateur qui ont J suivi de n'importe quoi. Et automatiquement, hop, ça me trouve tous les John. Du coup, j'ai 3 utilisateurs qui ont un prénom qui commence par J, donc je mets prénom, like, J, pourcentage. Et automatiquement, hop, ça me trouve tous les utilisateurs qui ont un prénom qui commence par J. Si je veux tous les utilisateurs qui ont un O dans leur nom, je mets pourcentage, O, pourcentage. Donc ça veut dire n'importe quoi suivi d'un O suivi de n'importe quoi. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir faire des recherches plus ou moins évoluées. Donc attention, sur ces recherches-là, il n'y a pas de notion de pertinence. C'est-à-dire qu'ici, il ne va pas dire Toto est plus important que le reste parce qu'il a 2 O et qui satisfait 2 fois cette règle-là. Non, lui vraiment, il fait juste une condition et vous affiche les résultats par ordre classique de MySQL, c'est-à-dire par ID croissant. Donc si ensuite vous voulez faire des recherches par pertinence, il faudra utiliser les recherches full text. Et ça, c'est une autre histoire. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce like? Ça vous permet tout simplement de faire des recherches partielles. Ça peut être utile dans certains cas, par exemple si vous voulez faire une recherche à tous les gens qui ont un mail avec @free.fr par exemple, vous faites where mail, donc là moi je n'ai pas de champ, mais c'est vraiment pour l'exemple, like, pourcentage free.fr. Et automatiquement ça vous sortira tous les utilisateurs qui ont une adresse email qui finira par free.fr. Donc tout à l'heure quand je vous ai parlé du ou, on a vu cet exemple là. Je cherchais les utilisateurs où l'id était égal à 1 ou l'id était égal à 4. Donc ça c'est une syntaxe tout à fait valide, mais le principal problème c'est que c'est pas facile à écrire. Alors en fait le principal problème de cette syntaxe là c'est qu'elle n'est pas logique. Lorsque vous le dites en français, vous dites je veux tous les utilisateurs comme ID, 1, 4, 6, 8, 10. Vous voyez comment vous mettez en général les valeurs à la fin de la phrase. Alors ne vous inquiétez pas, sur MySQL on peut tout à fait faire ça. On peut utiliser le in. On peut mettre where id in et ensuite toutes les valeurs. Donc ici where id in. Et on va dire, par exemple, c'est dans 1, c'est dans 4, c'est dans 5, et ainsi de suite. Et du coup, on va mettre comme ça toute la série de valeurs. Donc cette syntaxe a l'avantage... Donc c'est une syntaxe qui est plus logique, tout simplement parce qu'elle vous permet, par exemple, lorsque vous écrivez cette condition en PHP, de faire un inplot d'un tableau, qui est beaucoup plus pratique que faire 10 tonnes de OR les uns à la suite des autres. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est une requête qui va vous être très très utile, et elle marche aussi avec des chaînes de caractères. Vous pouvez mettre where prénom, like, in, et ici mettre par exemple Jeanne, John, et ainsi de suite. Et automatiquement, de la même façon, ça va vous afficher les résultats où le prénom est soit John, soit Jeanne. Voilà. Donc c'est un petit détail, mais c'est vraiment une requête qui va vous servir plus que vous ne le pensez. Alors voilà, vous savez maintenant les opérations de base qui vont vous permettre de récupérer des données. Donc là, avec ce chapitre-là, vous êtes en mesure maintenant d'agir et de récupérer les différentes informations au sein de votre base de données. Donc un petit récapitulatif de ce que l'on a vu. Donc vous avez vu le delete qui permet tout simplement de supprimer un enregistrement au sein d'une base. Vous avez vu le insert into qui vous permet d'enregistrer une nouvelle information. Vous avez vu le update qui permet de modifier un enregistrement. Et enfin ce fameux select. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir maintenant? On va voir un tout nouveau chapitre où il va s'agir maintenant des différentes fonctions. En plus de ces options pour récupérer et modifier des informations, vous avez la possibilité d'utiliser des fonctions. Qu'est-ce qui se passe si par exemple moi je veux grouper les utilisateurs par année de naissance et non pas par date de naissance? Qu'est-ce qui se passe si je veux rajouter une chaîne de caractères à une autre? Donc tout ça, ce sont des fonctions qui sont prédisponibles dans MySQL et c'est ce que je vous propose de voir dans les prochains chapitres.